Salut à tous, aujourd'hui c'était le retour de la Diamond League. Je suis avec Stéphane pour vous parler de cette première étape de Diamond League qui a eu lieu aujourd'hui à Xiamen en Chine. Le retour avec la qualité, la perfection. C'était vraiment une très belle compétition, on avait hâte de la voir. On va vous la décortiquer avec Stéphane. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Et ouais, Xiamen en Chine, première étape de la Diamond League. Il va y en avoir 15 cette année des étapes. La Diamond League qui a dû un petit peu se forcer à faire peau neuve parce qu'il y a l'ombre du Grand Slam Track qui plane au-dessus de la Diamond League. Il y a une concurrence qui est en train de naître entre ces deux événements. D'un côté, le Grand Slam Track, on en a parlé dans nos précédents podcasts. Allez les écouter si vous les avez pas encore écoutés. Le Grand Slam Track, c'est une série de compétitions qui a lieu aux États-Unis et en Jamaïque, qui a commencé le mois dernier, qui va se poursuivre un petit peu au mois de mai et juin là. Et la Diamond League, c'est l'épreuve historique. Ça fait des années, c'est la succession de la Golden League à l'époque. Et la Diamond League, voilà, c'est la compétition phare annuelle de l'athlétisme avec les courses, les concours, tous les grands champions de chaque discipline. Donc là, aujourd'hui, on va vous décortiquer un petit peu la première édition. Donc Xiamen, Chine, toutes les stars étaient là, presque toutes les stars. On est au mois d'avril et il y avait déjà un défilé de stars en Chine. Il y avait Duplantis, la star de l'athlétisme international à l'heure actuelle. On l'a vu, il a été élu la semaine dernière champion des champions, meilleur sportif du monde de l'année, tout sport confondu. Il y avait Warhol, Holloway, El Bakali, Chebet, Mauchik, Sherika Jackson, Tebogo, Kipiegon, Alman et j'en passe. Il y avait vraiment du beau monde sur le stade Xiamen, avec quelques petites nouveautés en Diamond League cette année. Il y a certaines épreuves qui vont être boostées dans des meetings de Diamond League. Ils appellent ça le Diamond Plus. Sur chaque étape de Diamond League, il va y avoir 4 disciplines où les primes vont être doublées. 2 disciplines femmes, 2 disciplines hommes à chaque fois. Les primes sont donc doublées. Je pense que c'est un petit peu pour répondre aussi aux sommes que peuvent donner le Grand Slam Track en Money Prize. Et donc là, la Diamond League, ils ont dû un petit peu mettre à jour leur Money Prize et c'est une bonne chose pour les athlètes. Ça perturbe pas du tout le spectacle. Au contraire, ça met un petit peu plus d'adversité entre les athlètes. On va être un petit peu aujourd'hui dans la comparaison avec Stéphane, hein, entre le Grand Slam Track et la Diamond League. On est un peu obligé. On avait vu un stade vide à Kingston pour la première édition du Grand Slam Track. Là, stade plein, un grand stade moderne à la chinoise, 53 000 places. Il était quasi plein, franchement, on voyait pas de trou dans ce stade. En version athlétisme, 53 000 places, c'est quand même une belle enceinte, hein. Pour information, le Stade de France fait 69 000 places en version athlétisme. Donc cet été au JO, il y avait 69 000 personnes. Là, 53 000, franchement, ça fait plaisir de voir un stade plein de passionnés, tout ça. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait toutes les grandes stars qui étaient là de l'athlétisme. Et franchement, ça faisait vraiment plaisir à voir. Et en plus de ça, il y a eu la retransmission TV, elle était cool. On a revu les classiques, on a revu le vent qui était donné sur les concours, sur les courses, pardon, directement. On n'avait plus à aller le chercher comme pour le Grand Slam Track sur le site internet du GST, justement. Euh, les incrustations TV étaient parfaites, on a été habitués, on était dans notre bulle, dans notre cocon. La Diamond League, vraiment, voilà, ils savent faire et il faudrait qu'on s'inspire un peu d'eux pour tout ce qui se passe en France et notamment aussi au Grand Slam Track. Bref, on va parler des performances maintenant parce que des performances, il y en a eu, Stéphane. La performance de ce meeting, c'est le 300 mètres haies. Karsten Warholm, performance de dingue. Effectivement. Alors, on va parler de 33 secondes 05. Tu l'as dit, sur 300 mètres haies, il y en a qui rêveraient de le faire sur 200 mètres, sur 250 mètres, sur 300 mètres pour certains. Ça va parler à des spécialistes, des sprinteurs. Là, on vous parle de 300 mètres avec des haies. La discipline la plus connue, c'est le 400 mètres haies. Depuis quelques mois, on a entendu quelques rumeurs. Là, ça s'est officialisé. Une nouvelle épreuve officielle, c'est le 300 mètres haies qui va être couru, qui va être ranké pour se qualifier pour des sélections internationales. Le Norvégien, il a battu, voire explosé son record du monde, on va dire sa meilleure performance. On n'a pas le droit de dire le record du monde, mais on va dire quand même le record du monde maintenant, c'est 33 secondes 05. Ça représente 11 secondes 02 de moyenne par 100 mètres et donc certains se battent pour le faire sur du plat.
Certains se battent pour faire sur du 80 mètres. Là, on parle de Karsten Warholm, 11,02 de moyenne sur 300 mètres et. Alors, avant de décrypter un peu cette course-là qui est incroyable, sachez que lui-même détenait la meilleure performance de tous les temps avec 33 secondes 26. Il avait battu à Oslo, en Diamond League, en Norvège, chez lui, en juin 2021. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que 2 mois plus tard, lors des Jeux Olympiques à Tokyo, il avait été champion olympique. Il avait explosé le record du monde du 400 mètres haies en 45,94. Ça avait été une révolution en termes de performance. Tout le monde avait fait oh là là, qu'est-ce que c'est cette perf? C'est monumental. Il avait explosé le record de presque 9 dixièmes. C'était 46,78 par l'Américain Michael Youn en 1992, il me semble. Mais Karsten Warholm, il met 2 dixièmes à sa propre meilleure performance de tous les temps. On va décrypter ça avec Alex, mais juste pour vous dire que cette performance-là, c'est une des performances les plus cotées, en tout cas, de l'histoire de l'athlétisme sur tous les records qu'on a pu analyser. Ouais, performance stratosphérique, là, les superlatifs vont nous manquer. Franchement, on a pris une grosse gifle devant notre télé. Moi, la première chose qui m'a marqué en regardant la course de Karsten Warholm, c'est bon, déjà, on le sait, lui, son schéma de course sur le 4H, c'est de tout tenir en 14 appuis, soit 13 foulées. Il franchit toute la même jambe d'attaque, sa jambe gauche. Euh, il attaque jambe gauche, il revient avec la jambe droite, le genou droit qui vient loin devant. Je trouve que moi, techniquement, ces dernières années, c'est pas qu'il stagnait, mais voilà, il progressait pas. Il avait à gagner là-dessus. Et je trouve que sur cette première course de l'année, alors voilà, 13 foulées, c'est plus facile, il n'y a que 7 haies, donc c'est facile à tenir son schéma, mais il était dans une facilité, un franchissement vraiment que je trouve optimisé maintenant par rapport à d'habitude. Est-ce que c'est le fait de s'être entraîné sur la glace, hein, on a tous vu ces images cet hiver, ça lui a fait progresser sur le franchissement. Alors, je pense pas, c'est pour la petite anecdote que je dis ça, mais vraiment, je trouve que déjà techniquement, sur le franchissement, imaginons qu'il gagne 1 ou 2 centièmes par haie. Eh ben, il y a 7 haies, et ça fait déjà 7 ou 14 centièmes de gagné quand on sait qu'à ce niveau-là, que les centièmes sont hyper importants. Moi, je suis persuadé que sur le franchissement, et j'ai hâte de voir les premières analyses qui vont tomber avec les temps de vol au-dessus de la haie. Et si personne ne le fait, moi, je pense que je vais prendre mon dartfish et je vais le faire moi-même parce que je veux comparer ça et m'assurer du fait que Warholm, il a progressé sur le franchissement. Après, il court toujours comme un KU, c'est un mec qui part à fond. Voilà, on a tous entendu cet entraîneur d'athlète qui nous a dit comment je gère mon 400. Ah, tu pars à fond, au milieu tu accélères et à la fin tu finis à fond. Et ben lui, c'est vraiment ce qu'il fait en fait. C'est ça qui est un truc de fou. Moi, ça me rend dingue. Il a une énergie, il dégage quelque chose d'impressionnant et ça faisait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là dès la première compète de l'année. Ouais, effectivement, en plus, il amène une plus-value sur le meeting, ça c'est sûr. Cette course avait été montée clairement pour lui, pour ce record du monde. C'était la dernière épreuve du meeting en Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sa première compétition de l'année. Il n'a pas fait d'hiver, il s'est entraîné de son côté. On a eu quelques informations, tu l'as dit, avec des vidéos, mais pas forcément des vidéos très sérieuses. Il s'est planqué quand même, le Norvégien. C'est sa première compète de l'année et je l'ai trouvé très très impressionnant. Si on rentre en détail dans cette performance-là, on a parlé de 11,02 de moyenne sur 100 mètres et ce qu'il vient de faire là aux 300 mètres et c'est l'allure de 44,08 aux 400 mètres et. C'est Alors là, impossible, hein. ce qui est pas possible, les spécialistes qui nous écoutent vont dire bon là attends Steph, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça c'est vrai. Mais par contre, c'est du très 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 costaud. C'est à environ un passage en 16 secondes 0, 16 secondes 1, voire 16 secondes 2 aux 150 mètres et. Ça aussi, c'est très costaud. Mais c'est aussi un passage en 21,7, 21,8 aux 200 mètres et d'après les informations qu'on a. C'est vraiment une très très grosse perf. Et on a vraiment hâte de le retrouver sur un 400 mètres haies. J'ai pas l'information sur la date précise, mais franchement, s'il débute sa saison, on est en avril, avec un temps 2 dixièmes de mieux que ce qu'il avait fait à Oslo en juin 2021, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer franchement à Tokyo en septembre. Est-ce que c'est pas trop tôt un peu cette rentrée aussi forte? Est-ce qu'il avait prévu ce chrono-là? On le sait pas. Mais quand il sort en compétition, c'est pas pour rien. C'est un fou et ça marche. Et j'ai vraiment déjà hâte de le retrouver sur un 400 mètres haies, à moins qu'il décide de faire une saison un peu 300 mètres haies avant Tokyo. C'est possible aussi. Ben, moi, ce qui me fait un peu peur, et dans le bon sens du terme, c'est que franchement, Warholm, c'est un mec qui sait préparer les grands événements. En général, il est toujours en forme au bon moment. Et s'il est déjà si fort au mois d'avril,
Moi, je prends les paris qu'il sera fort au mois de septembre, mais comment il va être fort? Qu'est-ce qu'il va faire au mois de septembre? J'imagine que ça va être des dingueries. En tout cas, maintenant, il a posé les bases de la saison. Ses adversaires sont prévenus. Reid Benjamin, Alisson Dos Santos, même le Français Clément Ducot qui a fini quatrième des JO. Ah, ils sont tous prévenus. Et ils doivent se dire, merde, il y a un mec qui est vraiment très très chaud, le Norvégien, le Viking, là, il est vraiment chaud. Et il y a un autre mec du Nord, qui est là, une des pays du Nord, qui est une des stars, la star de l'athlétisme mondial à l'heure actuelle, c'est Duplantis, le Suédois, qui était attendu à Xiamen parce que ben il a battu le record du monde cet hiver à Clermont-Ferrand, 6,27 m. L'année dernière, il avait battu le record du monde à Xiamen pour son premier meeting estival. Il avait fait 6,24 m, si mes souvenirs sont bons. À l'époque, c'était le record du monde. Donc, il était attendu là-bas. On se disait à tout moment, Duplantis, il fait record du monde, tout ça. Mais on va le voir, ça s'est pas passé comme il le souhaitait, à mon avis. Voilà, la performance, il fait 5,92 m, performance anecdotique. C'est rare que Duplantis ne franchisse pas 6 mètres sur un concours. Là, il a échoué 3 fois à 6,01 m. Après, je pense qu'on peut lui trouver quelques petites excuses dans le sens où tout le monde est à peu près à 20-30 cm de ses performances habituelles, de ses standards. Tous les concurrents sont un peu loin de leur perf. Ah, il y en a peut-être un ou deux, notamment le Hollandais Mevlovloen qui s'en sort à peu près, qui fait 5,82 m, alors que son record c'est 90, mais voilà, c'est 95 ou 16 Vloun. Voilà, mais personne n'a vraiment perfait et ils l'ont tous dit à la fin en zone mixte. Gros problème de vent et on le sait à la perche, ça pose des gros problèmes. Ouais, tu l'as dit, Alex. Alors, c'est vrai que on s'attend toujours mieux avec Armand Duplantis, mais j'ai l'impression quand même que les athlètes qui ont participé à une saison assez longue l'hiver, notamment au championnat du monde indoor à Nanjing, on l'avait déjà dit, la saison s'est terminée assez tard. J'ai l'impression que ces athlètes-là, ils ont eu un peu du mal, que ce soit à la perche ou même on a vu Kambodji sur 200 mètres exploser complètement. J'ai l'impression quand même qu'il y a un peu de fatigue. Ils recommencent assez tôt. Est-ce que c'est pas un peu l'appât du gain avec le côté financier qui est rentré en compte et pas forcément une planification? Je sais pas trop. Il y a une question qui nous taraude un peu avec Alex quand même. Est-ce que Duplantis, il fatigue pas un peu? Je sais que Alex, t'as envie de nous en dire un peu plus, mais je sais pas. Peut-être que la saison a été très longue pour lui aussi cet hiver et qu'il faut un petit temps d'adaptation pour cet été. Hein, je sais pas. Ouais, on va poser la question que certainement des gens se posent. Est-ce qu'on est déjà sur le déclin de Duplantis? Est-ce qu'un jour il va rebattre son record du monde? Voilà, les questions sont posées. Pour l'instant, je me fais pas trop de soucis. Il a le droit de faire une contre-perf. En plus, on a vu, donc il y avait des conditions de vent pas évidentes. Euh, il y avait aussi une belle marge sur les sauts à 5,82 m et 5,92 m qui laissait présager quand même une performance autour de 6,10 possible pour Duplantis. On va mettre ça sur le dos du vent, mais voilà, et on espère pour lui que son prime n'est pas passé. Et on l'a vu cet été, cet hiver, il a été un peu challengé par le grec Karalis, qui était encore en forme là. Lui, franchement, il avait l'air assez tonique sur ce meeting à Xiamen, mais malheureusement, il s'est blessé à la lèvre, au menton. On sait pas trop où exactement. Il a fini à l'hôpital. Rien de bien grave à mon avis, peut-être un ou deux points de suture pour guérir tout ça, mais ça nous a privé d'un petit duel où potentiellement il aurait pu peut-être battre Duplantis. Duplantis à 5,92 m, c'est une perf que Caralis aurait pu faire. Caralis aurait pu faire 6,01 m peut-être aussi. Donc voilà, c'est dommage, on est passé à côté d'un petit duel qui aurait pu être intéressant. Ouais, effectivement. En tout cas, il n'y a pas eu de duel sur la prochaine épreuve. C'est le 1000 mètres féminin avec la Kenyane Kipyegon. On l'avait déjà vu un tout petit peu cet hiver à Liévin. Elle s'annonçait, enfin, elle voulait battre le record du monde du 1000 mètres en Chine. Et franchement, elle n'est pas passée loin, 23 centièmes du record du monde. Là, on parle de 2 minutes et 29 secondes. Ça aussi, c'est une très 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 belle perf. Mais ce qui va nous amener à échanger avec Alex et avec vous là, c'est sur son projet le 26 juin prochain à Charletti, sur un projet qui peut être une des performances les plus élevées de l'athlétisme féminin. Ouais, vous l'avez certainement suivi cette semaine dans tous les articles qu'il y a eu autour de Faith Kipyegon. Elle va tenter d'être la première femme, de devenir la première femme à courir sous les 4 minutes au mile. Sous les 4 minutes au mile, pour un homme, c'est déjà une perf qui est exceptionnelle. Maintenant, un peu moins maintenant, mais ça a été longtemps une barrière exceptionnelle à franchir, une barrière symbolique. Et là, avec Nike, ils ont lancé un projet Sub 4, un peu à l'image de ce qu'avait fait Nike déjà à l'époque avec Kipchoge
pour le marathon, le projet Sub2, donc pour être le premier homme à passer sous les 2 heures. Ils avaient réussi avec Kipchoge, pas à la première tentative, mais ils avaient fini par y arriver sur une course non homologuée. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut espérer pour Kipyegon. Ça sera certainement une course qui ne sera pas homologuée puisqu'il devrait y avoir des lièvres masculins, on imagine. Peut-être même une chaussure qui ne sera pas homologuée par Nike, un prototype ultra moderne, ultra futuriste même, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est à voir. Ça sera le 26 juin à Charletti, à ne pas confondre avec la date du 20 juin à Charletti où il y aura la Diamond League, le meeting Diamond League de Charletti. Ça ne sera pas pendant ce meeting-là, ça sera un meeting vraiment, une course organisée que pour elle, autour d'elle, pour voilà, et il y aura certainement la Wave Light. C'est impossible d'imaginer qu'il n'y aura pas la Wave Light. Il y aura des lièvres masculins, des chaussures prototypes. Il y aura certainement des innovations dont on ne peut même pas imaginer l'existence à l'heure actuelle, parce que le record du monde à l'heure actuelle du mile, c'est 4,07. Elle le détient, mais pour passer sous les 4 minutes, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'elle passe en, allez, 2,28 au 1000. On a vu que là, elle a fait 2,29 sur un 1000 simple. Il faudrait qu'elle passe en 2,28 au 1000 et finir encore 600 mètres. Il faudrait qu'elle passe en 3,44 au 1500 mètres, alors que son record du monde est de 3,49,0. Il faudrait qu'elle mette une gifle de 5 secondes à son record du monde du 1500 mètres et qu'elle soit capable encore de faire 109 mètres. Moi, personnellement, là, comme ça, j'y crois pas à la faisabilité de sub 4 pour Kipyegon sur le mile. Après, à voir quels moyens vont être mis en place. Et en tout cas, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que la course ne sera pas homologuée. Effectivement, mais alors, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être très compliqué, on en reparlera un peu plus en détail, mais j'ai vraiment envie de voir cette image-là, ce test-là, ce qui va se passer. Est-ce que ce sera sur une seule course? Est-ce qu'il y aura d'autres courses aussi avec d'autres athlètes avant, après? Est-ce qu'il y aura du public aussi? Est-ce qu'il y aura juste les télévisions? En tout cas, cette performance-là, qu'elle vise moins de 4 minutes au mile, ce serait la performance sur toutes les courses la plus élevée à la table de cotation du World Athletic. Il n'y a pas plus haut que ça. Ça veut dire que là, on est en train peut-être de révolutionner cette table de cotation et j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Encore une fois, si c'est pas homologué, ça sera Oui, difficile de effectivement, comparer avec les autres performances. Mais bon, c'est vrai, tu as raison. écoutez, dans une toute autre discipline, là, sur le 100 mètres masculin, à Xiamen, il y a eu une performance intéressante. Alors, c'est pas un truc de fou. Simbine, le Sud-Africain, qui gagne en 9,99. C'est le seul à courir sous les 10 secondes dans une course. Les conditions avaient l'air un peu particulières. Il n'y a pas eu des perfs exceptionnels sur le sprint à, à Xiamen. 9,99. Tebogo qui finit loin en 10,20. Un peu Tebogo, le champion olympique du 200 mètres, un petit peu en délicatesse avec son départ. Franchement, pour moi, j'ai regardé la course, il a fait un départ de 400 mètres. On a l'impression qu'il partait tranquille, qu'il a poussé, placé. Bon, il fait 10-20, poussé, placé, mais voilà, c'était pas un départ de. À côté, il y avait le champion du monde en salle, Azou, le Britannique, qui est lui un vrai coureur de 60 mètres. Le contraste était saisissant. Tebogo en balade, Azou qui donnait sa vie. Ouais, à la fin, ils font quasiment le même chrono. Tebogo est vraiment fort une fois lancé. Alors, est-ce que Tebogo a le projet de monter sur 200, 400 plutôt et délaisser un peu le 100 mètres? Il a peut-être un peu atteint son plafond de verre sur 100 mètres et les médailles vont être dures à aller chercher, alors que sur 200, 400, il peut être vraiment très très performant. Mais il va peut-être continuer à faire des 100 mètres pour garder une base de vitesse aussi. Donc, je pense que c'est un projet qui peut être intéressant pour lui, à voir quel tournant il va donner à sa saison et plus largement à sa carrière. Mais pour revenir un peu sur Simbine, quand même, 9,99 cette année, il avait fait 9,90 justement chez Let's Lille Tebogo il y a une dizaine de jours au Botswana. Ça fait quand même 11 années d'affilée que Akani Simbine il court moins de 10 secondes au 100 mètres. Ça, c'est quand même une stat qui est impressionnante. C'est une première dans l'histoire de l'athlétisme et du sprint. Même Usain Bolt, le roi du sprint, lui n'avait couru que 10 années d'affilée sous les 10 secondes. Alors, Simbine n'est pas Bolt, hein, il est beaucoup moins fort que Bolt, il a beaucoup moins de médailles au niveau international que Bolt, mais il a quand même une longévité qui laisse rêveur, quoi. Ça fait plaisir à voir des athlètes comme ça qu'on voit depuis maintenant 11 ans sous les 10 secondes. Non, non, ça c'est très bien de le souligner. Par contre, tu vois, j'ai envie de nuancer un peu ce que tu dis. Moi, je m'emmerde un tout petit peu depuis quelques années sur le 100 mètres dans certains Diamond League. On sait qu'il n'y a qu'une course. Dans certains Diamond League, il y a série et finale, mais c'est assez rare.
franchement, il n'y a pas les perfs que j'attends sur du 100 ou même sur du 200 mètres. Alors quand il y a une sortie avec Noah Lyles à Eugene aux États-Unis en Diamond League ou à Monaco, là ok, on se régale. Mais franchement, la densité, je la trouve pas forcément bonne. Moi, je suis assez déçu des résultats sur le sprint, que ce soit garçon ou fille, sur ces compétitions-là. J'ai l'impression que ils viennent, ils prennent leur billet, il y a une tension plus ou moins palpable, ils attendent pas forcément des super conditions, ils le savent peut-être déjà. Je sais pas, on se rappelle de Oslo par exemple, ou de certains meetings en Suède où ça se court en 10-20, 10-30, et là on est un peu sur ça. Il y a 9,99 et après il y a Omanyala qui court en 10-13 alors qu'il a fait, il me semble, moins de 10 si je dis pas de bêtises sur une herbe au Kenya. Voilà, donc franchement je suis un peu déçu de ces performances-là. Coleman aussi, 10-18, qu'est-ce que c'est quoi? Je me dis c'est très bizarre et tu l'as dit Tebogo en 10-20 alors qu'il a couru en footing en 20-20 au Botswana. J'ai un peu du mal à comprendre un peu ces résultats-là sur la Diamond League et j'espère ne pas retrouver ça au Grand Slam Track. Je pense que ce sera l'opposé, les performances seront très très bonnes s'ils règlent un peu le souci de vent qu'ils avaient eu. Et je pense que la Diamond League va se diriger vers quelque chose un peu plus concours, le long avec la Wave Light et peut-être le Grand Slam sur le sprint. En tout cas, c'est peut-être le souhait de Michael Johnson. Ouais, bah, à mon avis, c'est clairement son souhait. Il veut s'accaparer les meilleurs athlètes. Et c'est vrai que sur les disciplines de sprint, il y a une tension qui existe et on sent un peu que les mecs s'évitent. Ils font Ouais, t'as ils, raison. ils se chambrent un petit peu par médias interposés, ils font du trash talking. Mais en fait, après, dès qu'ils sont sur la piste, c'est un peu des agneaux. Ils s'évitent. Lyle, Scarlett, c'est les rois pour parler dans les médias, mais ils s'affrontent jamais, à part en grand championnat. Donc c'est dommage. C'est dommage. On me souvient de l'époque de Bolt, Gatlin. On aimait bien les voir s'affronter. Même des fois, Bolt, il perdait en Diamond League contre Asafa Powell, je me souviens, une année. Et ça a amené un petit peu de valeur ajoutée à ces Diamond League. On verra ce que ça donne cette année, mais peut-être que Grand Slam Track va nous entertainer un peu plus. On parlait de spectacle et on a eu du sacré spectacle à Ramona, on en a parlé dans un précédent podcast, au lancer de disque avec notamment le record du monde et des très très grosses perfs au lancer de disque féminin. Et là c'est Alman, l'américaine, qui a fait 68,95 m. C'est du très très bon, mais c'est quand même moins bien que ce qu'elle avait fait à Ramona. Donc il faut quand même arriver à relativiser un peu ces stades, notamment ce stade à Ramona qui était très vanté. Là, c'est un stade de championnat. Il y a très très peu de vent. On l'a vu sur les courses, il y avait du -1 à +0,6, +0,8. C'est beaucoup moins que ce qu'il y avait certainement à Ramona avec un vent annoncé à +10 ou +9. Donc il faut remettre aussi en perspective. Mais en tout cas, Alman, large vainqueur à 68,95 m, c'est quand même du très très bon. Oui, oui, c'est une très belle performance pour une performance qui est réalisée dans un stade fermé, un stade de grand championnat. 68,95 m, c'est une très belle performance. Voilà, elle avait fait 73,52 m à Ramona. Là, elle fait presque un peu plus de 4,50 m de moins qu'à Ramona. Bah, pour un autre exemple, la française Amanda Ngannou-Ntumba qui avait fait 63,59 m à Ramona, elle est retournée dans son université, elle a lancé à 57 mètres, donc là elle a perdu 6 mètres carrément. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut un petit peu relativiser tout ce qui s'est passé à Ramona. Tu l'as dit, c'est des conditions pour aller chercher des records du monde, mais ça ne veut pas dire que la personne qui fait le record du monde sera champion du monde ou champion olympique. Le meilleur exemple, c'est Nicolas Salekna, à ne pas confondre avec Nicolas Anelka, le footballeur. Il avait gagné à Ramona, il avait fait le record du monde l'année dernière, mais il avait fini que troisième à Rome aux Europes et deuxième au JO. Donc voilà. Euh, En tout cas, les meilleurs lanceurs à Ramona lancent toujours plus loin que les moins bons lanceurs. Euh, les meilleurs lanceurs en grand championnat lancent aussi plus souvent plus loin que les moins bons lanceurs, mais quand même un petit peu moins loin. On le voit ce week-end avec Alman qui fait 4,50 m de moins que ce qu'elle avait fait il y a 10 jours à Ramona. Il y a une fille qui était revancharde, Stéphane aussi, c'est la recordwoman du monde du saut en hauteur féminin, Mao Chick, qui s'était fait battre cet hiver, un peu à la surprise générale. Elle avait fini troisième à Nanjing au championnat du monde, derrière les deux Australiennes, Oisleger et Patterson. Et là, il y avait le même plateau, hein. De toute façon, au saut en hauteur, quand elles sont là, les trois, on sait qu'elles vont être les trois sur le podium. On se doute que Mauchik sera première et que les deux Australiennes seront deuxième et troisième, peu importe l'ordre. Et là, elle a remis un petit peu l'église au centre du village, Mauchik. Elle a pris sa revanche devant avec une perf à 1,97 m. C'est pas de la perf de très haut niveau. Après, elle a fait l'impasse. Elle a tenté directement 2,03 m pour prendre la meilleure performance mondiale de l'année. Elle a échoué.
Mais belle performance de Mauchik qui reprend un peu le lead du saut en hauteur féminin. Elle a recordwoman du monde avec 2,10 m l'année dernière à Paris-Charletti. On va vous parler d'une révélation, mais presque. Franchement, c'est un Français. Là, on a parlé que des étrangers. Là, on va vous parler d'un Français qui était engagé en Chine sur cette édition de la Diamond League, la première étape. C'est Nicolas Maru-Daru qui a explosé son record sur 3000 mètres cible dans une super course. On attendait le Marocain El Bakali qui s'est fait battre, mais 8 11 78, c'est le chrono qu'a réalisé Nicolas Maru-Daru dans une super course. Il explose son record. Et il bat aussi pardon, il réalise les minima pour les championnats du monde à Tokyo, qui était de 8 minutes 13 66. Alex va nous décrypter un peu cette course qu'il a vue en direct, qui était vraiment fabuleuse, Alex. Ah ouais, franchement, c'était une course. On l'a pas vu de la course, hein. Je crois qu'il finit 11e de la course. Donc voilà, grosse densité. Ça se gagne en 8,05, 8,06 pour Bakali. C'était ce qui était demandé. La Wavelight était programmée sur 8,05. Ils n'ont pas forcément suivi la Wavelight au début. Ça a couru un peu en dedans et ça a fini très fort pour revenir dans l'allure 8,05. C'était assez impressionnant. Un gros dernier tour de l'Éthiopien Ferreux qui gagne devant El Bakali, le double champion olympique. Et Nicolas Marie-Daru, on l'a pas vu de la course, il s'est accroché tout le long, il finit avant-dernier du peloton de tête, mais il s'est accroché comme un mort de faim pour faire 8,11, 5 secondes de mieux que son ancien record, tu l'as dit, qui était à 8,16, et il devient surtout il se positionne comme le numéro 1 français du steeple à l'heure actuelle. Il devient le 5e performeur français de tous les temps, derrière les cadors, Mekissi, Tari, devant des gars de renommée internationale qui ont déjà fait des médailles aussi, comme Johan Koval, hein, Yoko, on le sait, qui avait fait 8,12, lui, son record. Là, lui, il fait 8,11. Impressionnant pour ce garçon qu'on a découvert très récemment, qui a 36 ans, qui est un ancien militaire et qui n'en finit plus de progresser. Il a changé d'entraîneur. En plus, avant, il s'entraînait avec Jérémy Guibaudot du côté de Grenoble et Chirol. Et là, il a rejoint un groupe de demi-fond qui est supervisé par François Chiron, du côté de Paris, je crois. Et bah, grand bien lui fasse apparemment, parce que bah, franchement, 8-11 en rentrée, ça peut laisser présager des chronos assez intéressants. Il va, à mon avis, être invité dans d'autres Diamond League. Donc c'est super intéressant pour lui. Tout ça est bien sûr très fort, très intéressant, mais on attend sur le 3000 mètres steeple l'entrée en matière d'un certain Jimmy Gressier aussi, qu'il a annoncé qu'il allait faire le 3000 steeple du meeting de Charletti le 20 juin prochain en France, chez lui. Et ben là, il s'est trouvé un rival de choix, Jimmy Gressier, parce que je pense qu'il attendait pas Nicolas Marie-Daru à telle fête. Et il va y avoir une densité sur le 3000 mètres steeple français qui va être super intéressante, avec le champion d'Europe, il est français, hein, Alexis Mielet, Djilali Bedrani, qui est toujours là, qui a fait un bel hiver sur des distances un peu plus longues. Mehdi Bellage, qui est en train de revenir de grosses blessures, on va pouvoir compter sur lui. Il y a Louis Gilavert, il y a un jeune Luc Le Baron qui est en train de monter en puissance, qui a fait 8,15 l'année dernière. Une densité folle sur le steeple. On a hâte de voir cet été Jimmy Gressier se mêler à la meute du steeple français. Ouais, Alex, et j'ai vraiment hâte de voir Jimmy Gressier dans une course où il va affronter un peu les cadors, les Kenyans, les Africains. Parce que franchement, si Nicolas Marie-Daru accroche un peu tout ce wagon, on peut avoir peut-être un record de France du 3000 mètres steeple. Et, et ça, j'ai vraiment hâte de le voir. Ça va être quelque chose de super intéressant. À noter quand même que sur ce meeting-là, en Chine, il y a eu aussi des grosses contre-performances, j'ai envie de le dire, notamment Sherika Jackson, qu'on avait vu à la peine aux Jeux Olympiques l'année dernière, qui avait abandonné. Vous l'avez tous vu dans le reportage sprint, c'était quand même quelque chose d'assez triste. Elle a été battue par une américaine battle en 22-41, Sherika Jackson, qui fait que 22-79. Elle fait que 22-79. C'est quand même catastrophique à mon avis pour elle. L'année dernière, elle était revenue à un certain niveau alors qu'elle avait débuté sa saison en 22-5, 22-4. On s'était tous affolés. Elle avait fait un petit 21 et après elle avait arrêté. Je sais pas ce qui lui passe un peu par la tête, mais j'espère qu'elle va revenir parce que cette athlète-là, c'est une des athlètes qui avait le potentiel pour battre le record du monde de Griffith Joyner sur le 200 mètres. Donc j'espère sincèrement qu'elle va revenir à son meilleur niveau et que ça va se passer vraiment bien pour elle, avec une battle annoncée avec Julian Alfred sur le 200 mètres qui a claqué à 21,88 il y a quelques jours à rentrer. Donc c'est assez. Moi, je trouve ça quand même inquiétant. Ouais,
Moi, j'arrive pas à m'inquiéter pour Shericka Jackson, parce que tu l'as dit l'année dernière, elle était déjà rentrée, on se posait plein de questions, et au final, au fur et à mesure que la saison avançait, elle était montée en puissance, elle avait gagné son ticket pour les JO. Malheureusement pour elle, elle s'est blessée à l'approche des JO. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais ouais, je pense que Shericka Jackson, au mois d'avril, elle sait que la saison va être longue, elle n'était pas prête, elle s'est présentée, c'est une course qu'elle a pris comme ça. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je souhaite pour elle. Je suis pas trop inquiet pour elle. Par contre, moi, cette Anavia Battle 22-41, elle a un record à 21-95 qui date de 2021 déjà. C'est pas une athlète toute jeune, mais on la connaît pas alors qu'elle a déjà couru en moins de 22, ce qui est des perfs qui ben, peut permettre de faire des podiums au monde ou au JO, hein, moins de 22. Voilà, tu l'as dit, Julian Alfred, elle est rentrée en 21-88, ça c'est monstrueux. Mais c'est des perfs, voilà, ça joue des podiums. Et moi, cette fille-là, je l'ai trouvée hyper athlétique, hyper, une hyper belle technique de course. Moi, j'ai l'impression que c'est une fille sur qui il va falloir compter. Donc voilà, pas trop inquiet pour Jackson, mais assez curieux de voir Anavia Battle bah, se battre pour les meilleures places et sur des meetings en Diamond League. Moi, il y a une course qui m'a impressionné, puis déçu, puis j'ai été un peu subjugué, c'est le 110 mètres haies avec Grant Holloway qui s'est fait battre pour la deuxième fois d'affilée sur 110 mètres haies. On l'a déjà dit cet hiver, on en a parlé, il est imbattable en salle sur 60 mètres haies. Mais là, sur 110 mètres haies, il s'est fait battre par Cunningham la semaine dernière chez lui dans une compétition universitaire. Et là, bah, il finit dernier de la course alors qu'il était en tête. Et franchement, il était parti pour faire un chrono assez intéressant parce que ça se gagne. Donc, c'est Tordell Tinch, l'américain, qui gagne en 13,06. Très belle performance d'ailleurs, hein, 13,06. Mais Grant Holloway, à la 7e, 8e, à la 7e haie, il était loin devant. J'ai regardé sur les bilans, les analyses de la course, il avait 7 centièmes d'avance à la 7e haie. C'est-à-dire qu'il était sous les bases de 13 secondes en fait. Et il est beaucoup trop proche des haies, Grant Holloway, c'est son problème de toujours, c'est presque, c'est de pire en pire. À partir de la 5e, 6e haie, il est trop proche. Ça l'oblige, quand tu es proche, ça t'oblige à mettre une impulsion qui va vers le haut plutôt d'avoir une impulsion qui va vers l'avant. Du coup, tu passes plus de temps en l'air. Tu as la jambe arrière, la jambe de retour qui traîne un peu. Tu peux prendre le risque de toucher avec ta cheville, avec ton genou, ta malléole, la haie et te faire déséquilibrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Grant Holloway. Il était proche d'une haie, il est monté vers le haut, il a touché avec la jambe de retour et ça l'a déséquilibré dans l'intervalle suivant. Et ensuite, il a laissé filer sa fin de course. 13,72, ça en ferait rêver plus d'un au niveau national français, mais c'est nul pour Grant Holloway. Il était très déçu et vraiment, il a un travail à faire sur sa fin de course. Ça fait des années qu'on le voit, ça fait des années qu'on le dit. Ça lui a coûté le titre olympique à Tokyo en 2021 déjà. Ça lui a coûté quelques belles performances aussi. Et il faut qu'il trouve le remède à ce défaut, à cette erreur qu'il fait régulièrement. Non mais Grant, il faut qu'il nous écoute. Là maintenant, c'est le moment. S'il veut battre le record du monde du 110 mètres haies, il faut qu'il nous écoute. C'est obligé. On lui donne trop de conseils depuis quelques mois, il ne nous écoute pas. Bah, c'est quoi ton conseil? Dis-moi, le conseil principal, c'est quoi? Moi, je pense qu'il faut qu'il vienne dans le sud de la France et qu'on s'en occupe. Non, mais vraiment, Bah, moi, je vais te dire un truc, je pense qu'il faut qu'il enlève les carbones. Ah, c'est possible. Il y avait un Et débat là-dessus, hein, carrément, ouais. moi, franchement, déjà, les carbones, à lui, il n'a pas besoin de gagner 1 ou 2 centimètres de hauteur. Il est déjà immense, il a des jambes immenses. Par contre, les carbones, si ça le fait rebondir un peu trop dans l'intervalle, ça le rapproche des haies. Je pense que s'il met, lui, il faut même presque qu'il court pieds nus, j'ai envie de dire. Cours pieds nus, mon gars. Tu seras moins proche des haies et ça sera mieux. Moi, c'est le conseil que je lui donnerais. Courir pieds nus. Ok, ben on va l'appeler, on va prendre rendez-vous. Il faut qu'on trouve une solution, c'est pas possible. Ce mec-là vaut 12,70. Donc Ouais. il faut qu'il les fasse, ça c'est sûr. Il y a une autre fille aussi qui elle qui a pas douté en tout cas, c'est Chebet, la Kenyane, la double médaillée d'or des Jeux Olympiques de Paris sur 5000 et 10 000. Elle a emporté, je dis pas facilement, mais sur Tsegé, sur le 5000 en finissant en 26,60 le dernier 200. Ça, c'est vraiment j'ai envie de dire la perf à retenir, la course à retenir. Et ça fait du bien de voir des athlètes aussi qui se donnent comme ça. Le grand slap track, on avait été un peu déçus sur les courses de demi-fond, en tout cas de mon côté ou sur le fond. Et là, franchement, voir finir comme ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Sachez que pour la petite comparaison avec le Grand Slam Track, on avait parlé de 100 000 dollars de prime pour le champion, le championne du Grand Slam Track sur les deux courses, donc 100, 200, 200, 400, etc. Là, les primes ont été quasiment doublées sur l'ensemble des épreuves de la Diamond League et sont passées de 10 000 à 20 000 dollars en fonction des épreuves. Il y a pas mal
de petits points aussi différents, mais on est sur 10 000 à 20 000 dollars. Donc c'est pour aussi vous dire que, par exemple, Simbine 9,99 sur 100 mètres, il a fait qu'une course, ok. Il gagne la Diamond League aujourd'hui, il a touché 20 000 dollars. Voilà. Par contre, Sacha Zoya qui a fait un 100 mètres, un 110 mètres et lui, il a touché 100 000 dollars. C'est pour vous comparer un peu, en tout cas, sur la différence niveau financier. Et ouais, mais on aura tout le loisir, Stéphane, la transition est parfaite, de comparer le Grand Slam Track et la prochaine étape de Diamond League la semaine prochaine. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, il y a la deuxième étape de Diamond League qui va non pas être à Shanghai comme c'était le cas depuis plusieurs années, mais voilà, les infrastructures sont en rénovation, donc c'est délocalisé à Kekiao. Toujours en Chine, 150 km au sud de Shanghai. Mais voilà, c'est la Diamond League entre guillemets historique de Shanghai. C'est le 3 mai. Et pendant ce temps-là, à Miami, de l'autre côté du globe, il va y avoir le Grand Slam Track, également la deuxième étape, qui va avoir lieu le 2, 3, 4 mai à Miami, donc au soleil, du côté des États-Unis. Je suis curieux de voir un petit peu le plateau qu'il va y avoir à Kekao en Chine et au Grand Slam Track à Miami, et de pouvoir les comparer un petit peu sur les courses. On va certainement vous faire un petit épisode la semaine prochaine pour parler de ça, mais voilà, ils vont être en frontal, ces deux événements qui font un peu le buzz en ce début d'année, notamment le Grand Slam Track. La semaine prochaine, on en reparlera tous ensemble. Nous, là, on a fait le tour un petit peu de cette compétition aujourd'hui. Et moi, je vous le dis, voilà, pour clôturer, j'ai pour l'instant gros avantage à la Diamond League par rapport au Grand Slam Track. Euh, pour moi, après voilà, le changement fait peur, donc on est toujours un petit peu critique avec la nouveauté, mais je pense que le Grand Slam Track, ils ont vraiment du boulot pour se mettre à jour et être meilleurs que la Diamond League, qui pour l'instant, pour moi, domine encore le monde de l'athlétisme. Je suis d'accord avec toi, Alex, sur cette édition-là, mais Miami, à mon avis, ce sera pas la même chose et les perfs vont être étincelantes. C'est une évidence, en tout cas, sur le sprint. Eh ben écoute, on espère. Nous, on se donne rendez-vous très rapidement pour parler de l'actualité de l'athlétisme. Là, je sais qu'il y a le marathon de Londres qui va arriver. On va vous faire un épisode très rapidement sur les résultats avec, moi, voilà, je vous le dis, Kiplimo, je l'annonce sous les 2 heures dès le marathon de Londres, dès son premier marathon. Voilà, quand on fera le prochain podcast, on aura la réponse. Mais voilà, Kiplimo, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À très bientôt tout le monde et vous étiez dans la chambre d'appel.